Salut, salut! Alors, petite vidéo aujourd'hui, un autre lac encore. Donc, je vais parler de l'ego et de comment la quête du bonheur, en fait, elle intervient dans le détachement de l'ego qui fait souffrir, en fait. Donc ça, tout ça, bien sûr, c'est pour moi qui l'ai dit. Hein. À force de chercher à être heureuse, je l'ai lu et apparemment c'est l'ego qui fait souffrir. Et c'est vrai que lorsqu'on commence à travailler sur son ego et à opérer le travail qu'il faut faire, en fait, il y a certaines choses à faire pour pouvoir se détacher de l'ego. Et que si on ne le fait pas, on va toujours souffrir dans sa vie. Donc ça va dépendre aussi du contexte duquel on vient. Si on a eu une vie plus ou moins chaotique derrière nous avec des drames et tout ça, l'ego, par exemple quelqu'un qui a été humilié beaucoup lorsqu'il était petit, son ego sera beaucoup plus facilement atteint lorsqu'il sera en âge adulte, parce qu'il aura toute son enfance mis en place des stratégies de défense, et que du coup, lorsqu'il sera à l'âge adulte, le moindre petit déclenchement de ces stratégies de défense fera que l'ego sera titillé, et du coup, la personne sortira de sa paix intérieure, en fait, on va dire, de son harmonie. Donc là, je parle bien entendu pour moi et pour toutes les personnes qui se sentent dans ces situations-là, avec des crises de colère disproportionnées. J'ai pensé à un moment que j'étais même presque peut-être... enfin, sur le moment, j'ai cru que j'étais perverse narcissique, en fait. J'avais eu des petits amis qui étaient perverses narcissiques, et donc ça, c'était il y a 20 ans maintenant. Donc, à l'époque, je me souviens que j'avais lu là-dessus, sans savoir que c'était pervers narcissique. J'avais cherché sur Internet la jalousie excessive, et j'étais tombée sur la perversité narcissique. Donc j'avais découvert ça et je m'étais rendu compte que j'étais manipulée par ce petit copain qui était... donc ça m'est arrivé 2 fois de suite, et la deuxième fois, ça a été la dernière fois. J'ai après par la suite dit stop à ce genre de relations toxiques qui m'ont complètement détruit et qui déstabilisé et mené en dépression et enfin burn-out et tout ce qu'on voudra bien. Moi qui étais déjà à la base ultra sensible, je n'avais pas besoin de ça, mais apparemment, bon, je sais pas si c'est du fait que je sois peut-être ou pas Asperger, la question elle se pose toujours là, parce que apparemment, quand on a Asperger, on a des facilités à être, on est des proies faciles pour les pervers narcissiques. On est très facilement abusé psychologiquement, harcèlement et sexuellement aussi. Donc ce qui est mon cas. Donc ça pourrait confirmer le doute que j'ai d'être Asperger, mais aussi là maintenant j'en suis arrivée après 2 mois d'enquête sur qui je suis, on va dire, si je suis ou pas de ce spectre Asperger. J'ai l'impression que nous le sommes tous, en fait, et que en fait du coup si nous le sommes tous, personne ne l'est, et que du coup on va dire que si tout le monde nous le sommes, il y a des niveaux selon les caractéristiques de chaque individu. Il y en a qui vont s'adapter plus facilement, il y en a qui vont être plus hypersensibles, d'autres qui vont être plus mutiques, d'autres qui vont faire des crises, d'autres non. Et voilà, et selon l'individu, sa culture, ses traumatismes, son éducation, l'impact que ça aura dans l'âge adulte sur cette personne sera différent selon les individus, et du coup son adaptabilité ou son exclusion, ça sera différent selon les individus. Mais j'ai l'impression qu'on est tous dans ce spectre autistique, en fait. Donc du coup, personne ne l'est. Si tout le monde l'est, personne ne l'est. Donc ceux qui sont diagnostiqués officiels, je pense que c'est sûr qu'ils n'aiment pas qu'on dise ça, mais je suis toujours pas diagnostiquée officielle. Moi, je suis quasiment sûre d'être dans le spectre donc si nous sommes tous autistiques, je suis dans le spectre des autistes, je suis dans le spectre autistique, nous dirons, qui est plus avec des crises de colère, si je le contrôle pas, que je médite pas et tout ça, donc une exclusion sociétaire, un passé chaotique, enfin j'ai le bon package de l'Asperger dans tous ces handicaps, on va dire. Mais de ces handicaps, je vais en faire une force. J'ai pas l'intention de rester toute ma vie à
à me victimiser, Asperger ou pas, ou quel que soit le nom qu'on mettra, ces traits de personnalité qui sortent de la norme et qui font de ces moments-là de crise et de perte de contrôle d'émotion, des dissociations d'identité, à tendance schizophrène, à des moments de crise d'angoisse et d'anxiété avec des dépressions au point de limite de suicide. Bon, bah, tout ça, j'ai pas l'intention de rester avec ces traits de personnalité-là. La méditation me permet de bien, pour le moment, canaliser tout ça. Et là, forcément, j'ai eu un boom avec le diagnostic, mais je vais m'en remettre. Et donc, du coup, bah, en réétudiant, en faisant mon diagnostic d'Asperger, je découvre de nouveau, je le savais que ça existait, bien sûr, les pervers narcissiques et tout ça, mais je me repenche sur les traits de pervers narcissiques. Et en fait, en écoutant tous les traits des pervers narcissiques, ben, je me retrouve, en fait. Je me reconnais là-dedans et je me dis, c'est pas vrai. En plus de peut-être être Asperger, en plus de ça, je suis pervers narcissique, j'y crois pas, quoi. Alors là, je me reprends une petite claque, quoi. Je suis choquée de moi-même, en fait, et puis je continue l'investigation sur le pervers narcissique, et en fait, je tombe sur une vidéo de l'Université des hauts potentiels, il dit, si vous avez des doutes sur être peut-être pervers narcissique, est-ce que les hauts potentiels peuvent être pervers narcissiques? Et en fait, il dit, à partir du moment où vous vous demandez si vous êtes pervers narcissique, vous ne pouvez pas l'être, en fait. Il dit que le vrai pervers narcissique ne se pose pas la question de savoir s'il l'est ou il ne l'est pas. Et d'ailleurs, on ne peut même pas mettre cette idée dans la tête d'un pervers narcissique, il ne voudra même pas l'entendre. Donc, en fait, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, tout va bien. J'ai juste des petites tendances. Donc, en fait, les petites tendances perverses narcissiques, pourquoi? Forcément, j'ai tellement été abusée, que ce soit psychologiquement et sexuellement, que forcément, mon identité et le respect de moi-même en a pris un sacré coup. Et du coup, il y a un moment, l'ego, c'est une défense. En fait, c'est une stratégie de défense. En fait, à la moindre attaque d'un dépassement des limites dans les valeurs que je me suis accordées dans le présent, à ce que j'accorde à mon propre respect, lorsque ces valeurs sont dépassées, du coup, mon ego est direct attaqué, et là, je fais des crises de colère narcissique, en fait, hein, c'est exactement ça, et qui sont justifiées, d'accord, par rapport à mon passé, mais que j'ai pas l'intention de garder. Et du coup, là, c'est le travail pleine conscience, méditation. C'est vraiment la pleine conscience. Il y a que ça qui peut vraiment faire qu'on on arrive à vivre avec ces égos qui sont facilement titillés, et faire en sorte que justement, après, on arrive à ne plus sortir de nos gonds comme ça lorsque quelque chose nous prend à cœur dans le dépassement de nos limites, de nos respects. Donc tout ça, c'est inconscient. Bien sûr, quand quelqu'un tourne le bouton de cette colère narcissique, c'est inconscient. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, ah mon Dieu, si cette personne, elle a dépassé les limites de mon acceptation de respect, tiens, allez, je fais une crise de colère narcissique. Non, c'est bien sûr, c'est inconscient. C'est un déclenchement, c'est un processus qui se met en route par trop d'accumulation, et du coup, il y en a, ça va être des colères, des rages narcissiques, ce qui était mon cas, ou qu'on pourrait appeler aussi crise autistique. En fait, tout dépend dans quel spectre on se place. En fait, si on est dans le diagnostic du coup d'Asperger, on parlera de crise autistique, et si on est dans le non-diagnostic Asperger, on dira en fait des rages narcissiques, tout en sachant qu'on n'est pas narcissique, puisqu'on se pose la question de savoir si on l'est ou on ne l'est pas. Donc, du coup, on ne l'est pas, c'est sûr. Mais de la même manière qu'on peut s'identifier à Asperger parce qu'on a tous les traits d'un Asperger, de la même manière, on peut aussi s'identifier à un pervers narcissique parce qu'on a tous les traits lors d'une crise de rage, d'angoisse. Donc, du coup, après, c'est sûr que la différence, elle est sur je dirais,
la manière dont on vit en général, en fait. C'est-à-dire que le pervers narcissique, c'est tous les jours et au quotidien. C'est pas genre une crise par-ci, par-là, et là, il y a des traits de tous les traits du pervers narcissique qui ressortent en moment de crise. Non, le pervers narcissique, lui, c'est tous les jours. Donc c'est vrai que là, c'est comme la crise autistique, elle est là. Elle est là si elle est déclenchée. Si on est du coup, on va dire qu'il y en a qui soient autistes Asperger et d'autres qui ne le sont pas. Si on est autiste Asperger, du coup, on reste autiste Asperger malgré que la crise ne soit pas déclenchée. Un pervers narcissique, c'est pareil, s'il n'est pas en crise de rage narcissique, il reste pervers narcissique. Ça, tandis que quelqu'un qui va être en crise et qui n'est pas pervers narcissique, après ça, il revient à son naturel et tous les traits de pervers narcissique partent. Donc on pourrait même penser que ce sont des dissociations d'identité ou des crises de schizophrénie. C'est très compliqué d'aller mettre un mot à tout ça parce que finalement, quand on va se renseigner et qu'on va demander à des gens et qu'on va avoir des témoignages de gens, bah, tout ça, ça se ressemble beaucoup. Hein. La crise autistique, la dissociation d'identité, crise de schizophrénie, rage colérique, tout ça, c'est des mots qui se ressemblent beaucoup. Donc bon, voilà, moi j'ai mise sur la méditation, la pleine conscience, qui sont des techniques de dissociation de conscience sur la conscience et qui permettent de vraiment se détacher de son mental et de l'emprise de ses troubles mentaux à partir du moment où on arrive à se dissocier des émotions qui peuvent nous envahir, mais pour cela il faut pratiquer. C'est-à-dire que c'est pas je médite une fois et puis ça y est, ça va me calmer ces crises. Non, bien sûr, c'est une pratique. Il faut pratiquer tous les jours la méditation pour du coup après réussir à passer à la pleine conscience et même lorsque nous marchons et tout ça, on est dans la pleine conscience de ses pas, dans le moment présent en fait. On ne laisse pas son mental se laisser envahir par les pensées du passé, les anxiétés du futur, les problèmes, on est dans le moment présent. C'est ce qui évite de se rendre anxieux pour rien et de se priver de bonheur du moment présent. Et donc, forcément, à force de nous observer nos pensées et de les substituer, les pensées négatives par des pensées divines, de gratitude et de reconnaissance, bon, à force de faire ce travail-là tout le temps, il y a un moment, ça devient de plus en plus naturel et du coup, on s'observe, on est toujours dans son propre observation et du coup, lorsque une crise va être déclenchée, en fait, déjà, elles vont arriver beaucoup moins souvent et lorsqu'elles vont arriver, on va pouvoir s'observer avant. On va déjà sentir son cœur qui s'accélère, sentir son souffle qui s'accélère. On va se voir arriver en crise, en fait. On va s'observer on va pouvoir voir la personne qu'on est et on va pouvoir détecter la personne qu'on va devenir si jamais on ne fait rien à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la conscience est encore là et là, à ce moment-là, on a certaines clés comme par exemple respirer profondément, notamment faisant comme ça. C'est connu que ça apaise. Donc lorsqu'on a conscience de ça et qu'on ne le fait pas, bah forcément après la crise elle est déclenchée et lorsqu'elle est déclenchée c'est trop tard en fait. Une fois que la crise elle est partie, on ne peut plus rien faire. Ce qu'il faut c'est éviter la crise en fait. Donc c'est sur ça que l'ego lorsqu'il est en fait attaqué, c'est parce que c'est l'ego en fait qui est attaqué dans cette histoire-là, parce que nous sommes tous des petits enfants intérieurs qui avons souffert lorsque nous étions petits, d'un manque d'attention, d'humiliation. Nous avons beaucoup de blessures. Et lorsque nous sommes adultes, selon les individus, il y a certaines personnes qui vont gérer les attaques du passé et elles vont revenir dans leur présent et ça va se manifester par des rages colériques comme ça, des rages narcissiques ou des crises autistiques ou des dissociations d'identité ou des crises schizophréniques. Je suis convaincue que quel que soit le terme qu'on lui met, la méditation et la pleine conscience permet d'éviter cette dissociation d'identité inconsciente. Parce que la méditation et la pleine conscience
permettent une dissociation consciente. Et à partir du moment où on pratique la dissociation consciente, d'être la conscience de sa conscience, en fait, on enclenche un processus d'observation et du coup, petit à petit, les crises vont s'estomper, être beaucoup moins fortes. On va les sentir venir et comme on sait que ça fait du mal à nous, à la personne qui est celle qui déclenche la crise, en fait, on se rend compte qu'on fait plus de mal à nous-mêmes et aux autres que du coup, généralement, on ne veut plus faire ça. Lorsqu'on en a fait beaucoup, on aimerait se soigner de ça. Et la méditation et la pleine conscience permet d'éviter par la suite, à force de pratiquer, bien sûr, de se dire, ah, tiens, là, je sens que c'est le moment d'une crise et bon, allez, je vais partir où je respire et on va pouvoir gérer cette crise, en fait. On va pouvoir gérer la crise et plus forcément que si on ne médite pas et qu'on ne se dissocie pas de son mental et qu'on croit toujours que nous sommes les voix, que nous sommes ce que notre mental nous dit. Du coup, on ne peut pas sans se dissocier de son mental et qu'il nous contrôle et gouverne nos actions et notre manière de parler et notre manière du coup de penser. Si on ne se dissocie pas de ça, finalement, nous sommes comme des robots contrôlés par un mental qui est au service du bien ou du pas bien, en fait, parce que tout dépend des voix qu'on a dans la tête. Si les voix sont positives et qu'elles nous disent, allez, par exemple, demain je me réveille et je vais aller nettoyer les plages, ou alors je vais partir au Népal et construire un orphelinat. Si ce sont des voix comme ça, tout va bien, mais si ce sont des voix qui nous disent des choses pas du tout bienveillantes, bien sûr, les voix ne sont pas en notre faveur ni en la faveur des autres. Donc c'est important d'observer tout ça, et la méditation et la pleine conscience permettent une dissociation de la conscience sur la conscience et permettent donc de réduire les crises, qu'elles soient autistiques d'un syndrome d'Asperger, parce que bien sûr là je parle de crises autistiques d'Asperger parce que je ne pense pas qu'un autiste bas niveau, parce qu'on dit les hauts niveaux pour Asperger parce qu'il n'y a pas de déficience intellectuelle et de retard de langage, mais pour ceux qui justement ont des retards de langage et des déficiences intellectuelles, je ne pense pas que ces personnes autistes sont en mesure d'appliquer la méditation dans leur vie ainsi que la pleine conscience pour pouvoir se dissocier de leur conscience et d'être l'observateur de leur propre conscience. Je ne pense pas qu'ils aient cette capacité. Peut-être que oui, peut-être que non, mais tout au moins, nous qui avons cette capacité d'avoir pas de retard de langage et de déficience intellectuelle, nous avons donc la possibilité de pratiquer cette pleine conscience qui nous permet de se dissocier et d'observer notre être et de devenir en personne meilleure, tout simplement. Donc ça, j'en fais l'expérience et je continue sur ce chemin parce que j'ai encore beaucoup de choses à contrôler dans mon mental. Et enfin, beaucoup de choses, oui. Oui, bien sûr, je ne suis pas encore le Bouddha que je souhaite atteindre. Donc voilà, c'est ma mission de vie. Je veux être un Bouddha, et tout le monde peut être un Bouddha. En fait, un Bouddha, c'est un être éveillé qui a travaillé suffisamment sur sa personne pour que quel que soit l'environnement qui va le toucher, il reste en paix et elle prend tout avec sérénité, bienveillance, respect, tolérance, amour, et un amour inconditionnel, et pour lui, pour le monde, l'humanité entière, et de respect et de valeurs altruistes. Voilà, c'est ça un petit Bouddha. Donc moi, c'est ce que je veux devenir, et je suis sur le chemin d'être un petit Bouddha, et je suis pour le moment fière de ce parcours que je suis en train de fouler, ce chemin de sagesse. Voilà. Donc, j'espère que vous le connaîtrez, ce chemin de sagesse, et que vous aurez l'envie dans votre vie d'aller au plus profond de vous pour observer vos ombres et tomber tous vos masques de personnalité pour vous fondre dans la société, mais qui ne sont pas forcément vous, ou toutes ces colères que vous avez d'enfouies et que vous n'exprimez jamais. Enfin, que vous soyez vraiment qui vous êtes, et que vous empruntiez ce chemin vers la lumière
et la quête de soi et la sérénité et l'harmonie, mais vraiment quoi. À moins d'être né d'une famille bouddhiste et d'avoir dans des incarnations passées déjà ça, je crois que ça se travaille et ça se cherche. Et une fois que ça se cherche, je pense qu'après il faut le pratiquer, ça se travaille. Voilà. Donc je vais vous laisser parce que j'ai mal au bras et en plus il commence à faire frais. Donc je vous souhaite le meilleur comme d'habitude. Prenez soin de vous. Salut, à la prochaine.